Donc maintenant, on vient de voir le haut appareil urinaire. Maintenant, on va passer au bas appareil urinaire. Donc, on commence par la vessie, donc les plaies et les traumatismes de vessie. Sur le plan épidémiologique, donc les lésions vésicales isolées sont rares parce que la vessie, elle est en général vide et elle est bien protégée dans le bassin. On en a deux facteurs de risque donc, de lésions vésicales lorsqu'on a une vessie qui est pleine ou lorsque le bassin il est fracturé. Donc, le moyen de protection de la vessie, il est altéré. En général, ça survient chez l'homme jeune, dans l'âge inférieur à 40 ans. Les éthologies, donc, c'est des traumatismes externes, en général, qui sont fermés dans 90% des cas, pareil comme pour le rein. Donc, c'est surtout lors des accidents de la voie publique, notamment chez les motocyclistes, les accidents de travail, les accidents domestiques, les accidents de sport. Et dans ce cas-là, en général, les fractures du bassin est associée. Et il y a aussi les plaies pénétrantes, comme on a vu tout à l'heure, donc par arme à feu ou par arme blanche. Donc, il y a aussi les traumatismes iatrogènes. Les traumatismes iatrogènes suite à une chirurgie endoscopique urologique, par exemple, lorsqu'on opère les patients, par exemple, une sténose de l'urètre ou une résection de la prostate, on peut parfois, malheureusement, de façon iatrogène, léser la vessie donc, par rupture. La chirurgie pelvienne, aussi notamment dans les chirurgies du cancer du rectum, obstétricale lors de l'accouchement. Il y a aussi donc les cas de sondage ou de cilios-chirurgie. Donc, tout ça, c'est des éthologies qu'on peut trouver dans les lésions de la vessie. Quels sont les différents types de mécanismes? Donc, les lésions, ils dépendent de l'état de réplétion et du type de l'accident. Si on a un traumatisme sur vessie pleine, dans ce cas-là, il y a un écrasement pelvien, une hyperpression intravésicale, ce qui va provoquer la rupture de la partie la plus fragile de la vessie, qui est le dôme vésical. Et dans ce cas-là, on aura une rupture donc, du dôme vésical dans la cavité péritonéale et du coup, issue des urines dans la cavité péritonéale et ça va se donner ce qu'on appelle l'uropéritoine et ça peut donc se compliquer par une anurie, voire même une insuffisance rénale aiguë par réabsorption des urines dans le péritoine. Lorsque la vessie est vide, eh ben, ça rentre plutôt dans le cadre donc, des polytraumatismes et des fractures du bassin. On a un cisaillement vertical avec un arrachement des ligaments pubo-vésicaux, ce qui va donner une plaie du col. Et dans ce cas-là, on peut avoir aussi un embrochage de la vessie par une ischie osseuse ou bien un écrasement antéro-postérieur, ce qui donne une plaie sous-péritoniale de la partie molle par un fragment osseux. Et dans ce cas-là, la rupture, elle se fait en sous-péritonial. Donc, il faut bien différencier entre ces deux donc, mécanismes. Il y a le traumatisme sur vessie pleine, ça donne une rupture du dôme dans le péritoine, donc c'est une rupture intra-péritonéale. Et lorsque la vessie est vide, en général, ça donne une rupture sous-péritoniale de la vessie. Il est différent, et les deux sont différents, et dans la diagnostic clinique et dans la prise en charge thérapeutique. On va voir ça au fur et à mesure. Donc, pour le diagnostic clinique, lorsqu'il s'agit d'une rupture sous-péritonéale de la vessie, les signes fonctionnels sont essentiellement hématurie, douleur hypogastrique, un hématome pelvien et périnéal, l'urétroragie s'il y a une plaie de l'urètre qui est associée. Les complications qui sont vues tardivement sont essentiellement le risque septique, la douleur, la défense pelvienne, etc. L'examen physique peut montrer un empattement, ou bien montre en général un empattement douloureux de l'hypogastre, signe de l'hématom. Pour la rupture intrapéritonéale de la vessie, elle est souvent difficile, ça simule donc le tableau d'acide anurique, donc on a l'abdomen qui est gonflé, on dirait une acide, et le patient, il n'urine pas, il n'a pas d'urine, donc une anurie, émission spontanée de quelques millilitres d'urine sanglante, absence de sensation de passion, de besoin, pardon, le patient il n'a pas besoin, ils ne sont pas le besoin d'aller uriner, une douleur abdominale hypogastrique. Les complications donc, liées à l'uropéritoine peuvent être l'insuffisance rénale aiguë par réabsorption d'urine par le péritoine, donc puisqu'il y a une communication entre la vessie et le péritoine, donc les urines vont passer dans le péritoine et ça peut donner une insuffisance rénale aiguë, voire même une péritonite urineuse par surinfection. Et l'examen physique, la vessie est vide, on peut avoir donc un uropéritoine avec une défense abdominale à maximum hypogastrique. La péritonite, c'est beaucoup plus tardif, mais ça existe, et voire même au maximum, c'est l'état de choc. Voilà, il faut toujours aussi donc,
la rupture sous-péritonéale de la vessie, il ne faut pas oublier de chercher toujours une fracture du bassin associée. Donc la biologie, ce n'est pas très différent, c'est la même chose. Donc traumatisme ou appareil ou pas appareil, c'est les mêmes examens biologiques, toujours groupe sanguin, NFS, hémoglobine, hématocrite, plaquettes, ionogramme complet, urée, créate, gaz du sang, etc. Et pourquoi les gaz du sang? Les gaz du sang pour rechercher des perturbations métaboliques qui sont dues à une autodialyse péritonéale tardive en cas de rupture intrapéritonéale de la vessie. Et donc, on peut trouver une augmentation de la créatinémie et de l'urémie, une acidose métabolique, voire même des troubles ioniques à type d'hypercalémie et d'hyponatrémie. Les examens complémentaires radiologiques, donc l'examen de première intention, c'est le plus accessible, le plus facile à faire, c'est l'échographie abdominopelvienne. La vessie, elle va montrer une vessie qui est vide, avec une collection périvésicale qui signe soit l'urinome pelvien, soit, si c'est dans le péritoine, donc c'est l'uropéritoine. L'examen de deuxième intention, c'est l'urétrocystographie rétrograde émictionnelle dite UCRM. Elle montre une extravasation de. Vous savez, l'urétrocystographie rétrograde, on l'a fait. On prend une petite sonde, on l'introduit dans le méa de l'urètre et on en injecte du produit de contraste. Elle va opacifier l'urètre jusqu'à la vessie et on continue à remplir par du produit de contraste. Et là, on va voir qu'il y a une extravasation de produits de contraste, soit en sous-péritonéal, soit dans le péritoine directement. D'autres examens, donc l'UIV de plus en plus délaissé et le scanner, bien sûr, avec injection qui rentre dans le cadre, bien sûr, de la prise en charge du polytraumatisme. Donc ça, c'est la schématisation de ce que je viens de vous expliquer en UCR. Vous voyez normalement une UCR normale, donc la vessie, elle est bien arrondie, donc, ou bien au milieu du bassin. Là, on voit qu'il y a une fuite de produits de contraste, donc latéraux, vésicales, donc signe d'une rupture de la vessie. Ça aussi, la différence entre les deux types de ruptures en sous-péritonéal. Donc, sur le scanner, vous voyez qu'il y a un urinome périvésical, alors que lorsqu'il s'agit d'une rupture intrapéritonéale, on voit très bien là qu'il y a une extravasation donc, de produits de contraste dans le péritoine. Le traitement, donc, dans tous les cas, il faut mettre une sonde urinaire en urgence, bien sûr, en l'absence de lésions urétrales associées, et vous allez voir ça tout à l'heure lorsqu'on va étudier le traumatisme de l'urètre. Donc, le sondage, s'il n'y a pas de traumatisme de l'urètre, il faut le faire. Après, ça dépend si la rupture elle est intra ou sous-péritonéale. Si la rupture est intrapéritonéale, dans ce cas-là, il faut faire une chirurgie en urgence. Donc, il est pris en charge comme étant une péritonite. Donc, il faut faire laparotomie médiane, exploration chirurgicale, toilette du péritoine, suture de la plaie vésicale avec pose d'un drainage, donc quel que soit par sonde vésicale ou par cystostomie. Et s'il y a une lésion de l'urètre associée, il faut aussi la suturer. On va voir ça tout à l'heure. La rupture sous-péritonéale. S'il s'agit d'une plaie importante, dans ce cas-là, il faut faire une chirurgie soit en urgence, soit en semi-urgence. Et si on a une lésion urétrale associée aussi, il faut faire la chirurgie. La plaie du col, une chirurgie en semi-urgence à partir du 4e jour. Et lorsqu'on a une plaie peu importante, et Dieu merci, c'est le cas le plus fréquent, dans ce cas-là, il faut faire un traitement médical à base de drainage par une sonde vésicale de gros calibre avec une antibiothérapie pendant 2 à 3 semaines. Puis on fait une cystographie de contrôle et je peux vous dire que dans la majorité des cas, donc, cela est très suffisant pour donc, avoir une bonne cicatrisation de la vessie seulement par un sondage vésical, une antibiothérapie pendant 2 à 3 semaines. On fait la cystographie de contrôle, et ben, on trouve la disparition complète de l'extraction de produits de contraste, signe de cicatrisation complète. Malheureusement, si échec dans ce cas-là, il faut opérer. Voilà, ça c'était pour la vessie. Des questions peut-être? Pas de questions? Pourquoi il n'y a pas d'anurie dans la rupture sous-péritonéale? Eh bien, dans la rupture sous-péritonéale, on peut aussi avoir une anurie, mais
En fait, l'espace qui existe en périvésical, c'est un petit espace par rapport au péritoine. Lorsque la vessie, elle se rend dans le péritoine, et dans le péritoine, il y a beaucoup d'espace. Du coup, les urines ils vont passer dans le péritoine, la vessie, elle va se vider. Alors que lorsqu'on a une rupture osso-vésicale, l'espace n'est pas très important, de telle sorte on peut continuer à avoir, mais quelques cc. Bon, de toute façon, moi je l'ai dit, on peut avoir issu de quelques cc d'urine sanglante, mais pas une vraie diurése conservée comme d'habitude. En plus de ça, la l'urine dans la rupture intrapéritonale, elle est due à l'insuffisance rénale aiguë installée par résorption des urines, des réabsorptions des urines dans les péritoines, et on aura apparition de troisième secteur, et du coup, installation des insuffisances rénales aiguës qui causent l'anurie. Autre question, s'il y a une fracture du bassin, ça ne contre-indique pas le sondage vésical en urgence. On va passer là tout de suite à l'urètre et vous aurez votre réponse à cette question. Donc, on va essayer de faire une synthèse entre les deux. Donc, moi, je l'ai dit, s'il n'y a pas de lésion de l'urètre, on peut faire le sondage. Et là, on va voir avec plus de détails lorsqu'on va passer au traumatisme de l'urètre. Là, tout de suite, on passe. Donc, les traumatismes de l'urètre. Une question très pertinente, mais vous allez avoir votre réponse. Allez, on passe. Donc, l'urètre masculin, donc rappel anatomique. Donc, c'est un conduit évacuateur des urines du sperme. Il a deux portions. Une portion postérieure qui fixe, regroupant l'urètre prostatique et l'urètre membraneux. Voilà. Donc, tout ça, c'est l'urètre. On a quatre parties. 1, 2, 3 et 4. Donc, 1, c'est l'urètre prostatique. 2, c'est l'urètre membraneux qui donc fait 2 cm à peu près de longueur. Après, on a l'urètre bulbaire et l'urètre pénien, donc, la portion mobile au niveau de la berge. Voilà, donc postérieur et antérieur. Postérieur, prostatique et membraneux. Antérieur, donc c'est le bulbaire et le pénien, dit aussi spongieux. Voilà, l'urètre membraneux 2 cm et c'est la portion qui est particulièrement fixe, qui traverse le diaphragme urogénital et c'est la partie la plus vulnérable lors des traumatismes du bassin. Donc c'est ça, cette partie-là, toute petite, qui est la plus vulnérable lorsqu'on a une fracture du bassin. Ben, elle est la plus souvent touchée parce que elle est fixe. Donc les étiologies. L'urètre postérieur, donc, c'est surtout lors des fractures du bassin. Donc, les causes, comme toujours, les AVP, les accidents de travail, iatrogènes par endoscopie ou par chirurgie du bas rectum. L'âge moyen, il est entre 30 et 35 ans. Le mécanisme lésionnel, donc, l'urètre membraneux, donc c'est par fracture des cadres obturateurs associé, voilà, c'est ça, le cadre obturateur avec une disjonction de la symphyse pubienne, eh ben, on aura un arrachement du bloc, et là, le bloc prostatico-vésical, qui va monter vers le haut, alors que l'urètre membraneux, il va rester en place, comme on l'a dit, il est fixe, et du coup, on aura une rupture à ce niveau-là. On peut aussi avoir une rupture de l'urètre membraneux par embrochage, par un morceau osseux. Il y a aussi l'effet guillotine sur le ligament transverse. Pour l'urètre prostatique, c'est beaucoup plus rare comme traumatisme. On le rencontre surtout lorsqu'on a des traumatismes très violents avec un éclatement de la prostate et du coup l'urètre prostatique et non celui aussi. Pour l'urètre antérieur, donc c'est des traumatismes soit fermés, soit pénétrants. Les traumatismes fermés, c'est surtout lorsqu'on a un traumatisme du périnée avec une chute en califourchon, c'est-à-dire une chute de la hauteur avec réception sur le périnée ou les fesses. Coup de pied au niveau du périnée, donc ça peut donner une section de l'urètre bulbaire par le ligament arqué sous-pubien. Et le traumatisme de la verge en érection, c'est la fracture du corps cardinal, on va la voir tout à l'heure. Pour les traumatismes pénétrants, ça peut être dû à une violence externe. C'est rare quand même parce que l'urètre pénien, il est mobile. Iatrogène, ça par contre, c'est beaucoup plus fréquent, quel que soit lors de sondage transurétral, lors d'une dilatation inappropriée ou un traitement chirurgical endoscopique, ça peut donner une lésion de l'urètre
antérieure. Et enfin, il y a aussi l'introduction de corps étrangers dans l'urètre de façon volontaire qui est retrouvée chez quelques patients souffrant de psychose. Donc, les lésions peuvent être une contusion ou un hématome muqueux, une rupture partielle avec continuité urétrale conservée, une rupture complète avec déplacement des extrémités fracturaires, un hématome périurétral plus ou moins urineux ou pelvien et périnéal, et les lésions des moyens de continence, à savoir le sphincter urétral et le col vésical, ce qui peut donc donner comme conséquence soit une incontinence urinaire ou une éjaculation rétrograde. Voilà. Sur le plan clinique, donc, le signe fonctionnel, le signe le plus fréquent, il n'est pas constant, mais il est très très fréquent, c'est l'urétroragie. Et quand on fait la différence entre urétroragie et hématurie, l'hématurie, c'est du sang dans les urines, alors que l'urétroragie, c'est une issue de sang par le méa urétral sans urine, donc du sang rouge qui sort directement par le méa urétral. L'hématurie initiale aussi, en cas de miction possible, si on a une rupture partielle avec conservation perméabilité interfragmentaire, c'est-à-dire l'urètre, il est rompu, mais il n'est pas rompu complètement. Donc, il permet l'issue encore d'urine. On peut avoir, donc, dans ce cas-là, une maturité initiale. On peut avoir aussi une rétention vésicale complète, quel que soit par rupture complète ou par mécanisme réflexe. L'examen physique, donc l'interrogatoire, il faut toujours mais donc, en traumatologie, il faut toujours avoir une idée sur l'accident, sur le degré de la violence du mécanisme, les morbidités du patient, les comorbidités du patient, etc. L'hématome de la verge et du périnée, donc il faut aussi le chercher. Donc ça, c'est l'hématome au niveau du périnée qui est en papillon. Donc ça, c'est le signe d'une lésion urétrale. L'urètre, il passe ici, l'urètre membraneux, il passe donc ici. Et du coup, si on a un hématome, il faut le chercher, un hématome périnéal en l'aile de papillon. L'empattement hypogastrique, il faut aussi le chercher. Parfois, on a même une défense. Et le toucher rectal, il pourra nous montrer, en cas de lésion de l'urètre, une prostate douloureuse, voire même ascensionnée avec présence d'hématome. Donc, l'imagerie et la conduite à tenir en urgence. Eh bien, il faut toujours commencer par traiter les urgences vitales comme pour tous les traumatismes. Il ne faut jamais sonder le patient, il ne faut jamais mettre un sondage transurétral lorsqu'on suspecte la lésion de l'urètre. Donc, vous m'avez posé la question tout à l'heure, vous m'avez dit en cas de fracture du bassin, est-ce que c'est une contre-indication absolue à mettre un sondage transurétral? Eh bien, si on suspecte la lésion de l'urètre au cours d'une fracture du bassin, il ne faut surtout pas sonder le patient. Si on n'a pas de signes, il n'y a pas de signes qui peuvent orienter vers la lésion de l'urètre, dans ce cas-là, on peut quand même tenter de faire un sondage transurétral. Donc, si je vous dis urétroragie, globe vésical, eh ben dans ce cas-là, on suspecte la lésion de l'urètre, il ne faut pas sonder. Mais si je vous dis donc qu'il a un globe vésical mais sans urétroragie, donc dans ce cas-là, on peut quand même tenter de faire un sondage transurétral tout doux. La cystostomie suspubienne sera la solution pour drainer les urines, ça c'est pas le sondage transurétral. L'imagerie, donc on fait l'uroscanner avec les fenêtres osseuses qui va nous permettre de chercher des lésions osseuses, dépister aussi les volontés d'autres lésions associées notamment viscérales. Est-ce qu'il y a une atteinte du ras périurinaire? On vient de voir. La rupture de la vessie aussi, l'hématome pelvien. Il faut faire aussi des clichés tardifs du UV à la recherche d'une vessie refoulée vers le haut par donc l'hématome. Ça veut dire quoi, cliché tardif du UV? C'est qu'on ne va pas faire une UV, non. En fait, l'uroscanner, c'est ça, il comporte donc trois étapes majeures. Donc l'étape non injectée, l'étape injectée veineuse et artérielle, et enfin l'étape tardive. Il faut faire des clichés tardifs pour voir s'il y a donc une extravasation de produits contraste. Ça va donc opacifier la vessie. On va voir si la vessie, elle remonte. C'est le signe d'un hématome donc, causé par une rupture de l'urètre. L'UCRM, donc l'urétrocystographie rétrograde émictionnelle, elle est faite en urgence différée, J3 à J4 après le traumatisme. Elle est faite de façon, donc, avec une asepsie rigoureuse, avec une antibioprophylaxie. Si possible, il faut la faire au bloc, avec une basse pression, des incidences obliques. Elle permet une analyse de la vessie et du col
vésicale avec, elle peut montrer une lésion urétrale avec un bilan complet et mesure d'écart. Je vais vous montrer un exemple. Ça, c'est une belle image du CR et de cystographie par le catésubien. Donc, je vais vous expliquer. C'est pas très compliqué. Donc, on va faire une opacification par en bas, par le méa urétral, et une opacification, vous le voyez ici, par le cathéter suspubien, le cathéter suspubien. Et du coup, ça va nous montrer, donc ça, c'est la vessie qui bel et bien pleine, qui est intacte, il n'y a pas d'extravasation de produits de contraste. On voit ici le col, il est bien ouvert. Après, il y a un arrêt du produit de contraste. Donc ça, c'est cet écart aussi par en bas. Donc on voit que l'urètre, il est bien opacifié. Et là, ça s'arrête. Donc ça, cet écart-là, eh ben, c'est une rupture de l'urètre. Il a un écart qui est important, faisant à peu près 4 à 5 cm. Donc c'est le signe d'une rupture complète de l'urètre avec une ascension du bloc vésico-prostatique. Ok, donc le traitement, comme on a dit, pas de sondage transurétral, drainage par cathéter suspubien en premier, synthèse des lésions osseuses, s'il nous faut mettre un fixateur externe. Donc, en fonction du type et du siège, si on a juste une contusion, eh ben, dans ce cas-là, une cystostomie seule pendant 10 jours pourra être la solution. Si on a une rupture partielle, il faut faire un réalignement de l'urètre sur sonde vésicale par voie endoscopique, c'est-à-dire on fait descendre le patient au bloc sous anesthésie générale. Donc on rentre par le méa urétral par l'intermédiaire d'un endoscope muni d'une caméra. On va voir donc les deux bouts de l'urètre et on va faire passer un guide, monter une sonde vésicale et comme ça, donc on a récupéré le trajet initial et on laisse la sonde et en général, ça cicatrise bien sur la sonde vésicale. Ça, c'est en cas de rupture partielle. En cas de rupture complète déplacée, si c'est l'urètre antérieur, il faut faire une chirurgie H4, on va faire le parage de l'hématome, etc. Et on va faire une suture entre les deux bouts de l'urètre. Par contre, si c'est l'urètre postérieur, on va essayer de faire un alignement endoscopique, mais si l'écart est important, comme on vient de le voir sur l'UCR, ça ne va pas être simple de le faire par endoscopique. Et dans ce cas-là, il faut faire une chirurgie à 3 mois minimum. On va faire ce qu'on appelle une urétrographie termino-terminale, c'est-à-dire une anastomose de l'urètre entre les deux bouts. En cas de lésion du col, il faut faire une reconstruction chirurgicale à J4. L'évolution, immédiatement, on peut avoir complication, donc une infection de l'urohématome. À distance, on peut avoir une sténose de l'urètre. Et l'urètre, malheureusement, lorsqu'il est atteint une fois, eh ben, malheureusement, ça cicatrise mal et on peut avoir la fibrose qui donc à l'origine de sténose très fréquente de l'urètre. La dysfonction érectile aussi par lésion des nerfs obturateurs au niveau de l'urètre postérieur et les troubles de la continence, notamment lorsqu'on a une atteinte de l'urètre postérieur, plus le col et chez la femme aussi. Voilà, ça c'était pour le traumatisme de l'urètre. Donc, si vous voulez des questions sur et la vessie et l'urètre avant de passer, il nous reste les traumatismes des testicules et de la verge avant de terminer ce cours. Je ne sais pas si vous avez des questions concernant les deux premières parties du appareil, notamment la vessie et l'urètre. Si vous n'avez pas de questions, je peux passer directement donc, au traumatisme des bourses. Voilà, pas de questions apparemment. On passe donc pour introduire les traumatismes des bourses sont fréquents. C'est des traumatismes en général fermés, des diagnostics cliniques souvent évidents. Le bilan lésionnel est considérablement amélioré grâce au progrès d'imagerie médicale, notamment l'échographie. Prise en charge adéquate et précoce permet d'éviter l'orchidectomie et préserver la fertilité. Malheureusement, ça reste une pathologie avec plusieurs problèmes médico-légaux. Donc, sur le plan éthiopathogénie, donc les traumatismes fermés, c'est les plus fréquents, comme on l'a déjà dit, quel que soit par choc direct, par compression sur le vent pubien, les AVP, et notamment vélo et moto, sport, travail, chute à califourchon, seul un choc direct peut entraîner une lésion du testicule parce que les testicules, comme vous le savez, ils sont protégés par la mobilité et par l'albugénée. L'albugénée, c'est le septum ou le fascia qui entoure
le pulpe testiculaire et qui le protège de ces traumatismes. S'il est donc rompu, bah, dans ce cas-là, hein, ça peut donner des hématomes, notamment au niveau du scrotum, au niveau de la vaginale, qui est donc la tunique qui entoure tout le testicule et ses annexes. Ça peut donner aussi des hématomes intratesticulaires. La rupture de l'albugénée, la désinsertion épididymaire, les hématomes de Crohn, tout ça aussi, on peut les rencontrer dans les traumatismes fermés. Aussi, il y a les traumatismes ouverts, sont donc plus rares et sont dus soit à des mutilations, soit à des morsures d'animaux, j'en ai vu, hein, ça se voit, et parfois ça donne des plis cutanés plus ou moins complexes avec une cicatrisation difficile. Donc, 4 types anatomiques de lésions. L'hématome scrotal isolé bénin. L'hématocèle, par définition, c'est un épanchement sanguin à l'intérieur de la tunique vaginale, souvent associé à une rupture de l'albugénée suite à un choc important. Les lésions testiculaires, ça peut aller de la contusion simple à l'hématome intratesticulaire, parfois compressif, voire même une fracture testiculaire avec un albugéné qui est rompu, apparition d'hématocèles et issu de tissus séminifères par la brèche de l'albugéné, voire même une nécrose du pulpe testiculaire. Et les lésions des annexes sont rares, notamment celles de l'épididyme et celles du cordon. Sur le plan clinique, donc patients souvent jeunes, 10 à 30 ans, signes fonctionnels, donc douleur scrotale aiguë, intensité variable, irradiation lombaire, parfois état de choc vagal, nausées, vomissements, donc suite à la douleur qui est très importante. L'examen physique, donc grosse bourse inflammatoire et grosse bourse inflammatoire douloureuse et bleutée, ecchymose, hématocèle, hématome scrotal, identification souvent difficile du testicule, transélimination négative, ce qui élimine une hydrocèle. Donc la transélimination, c'est un test, on prend une source de lumière, on la met donc à côté du scrotum, on voit s'il y a propagation de lumière. Si c'est le cas, donc c'est un bon épanchement liquidien, c'est celui qu'on trouve dans l'hydrocèle. Si ce n'est pas le cas, on le test est négatif et dans ce cas-là, on suspecte un épanchement sanguin. Les examens complémentaires, donc l'examen de base et de référence et de choix, tout ce que vous voulez, c'est l'échographie testiculaire, permet théoriquement de préciser la nature des lésions traumatiques. Ça peut montrer des collections péritesticulaires, œdème, hématocèle, rupture de la continuité de la bugynée, anomalie de l'écostructure testiculaire. Et donc, je vais vous mettre la puce à l'oreille. Il faut chercher 2 trucs sur l'échographie testiculaire. 1, l'hématocèle. 2, la rupture de la bugynée. Donc, c'est les 2 signes majeurs. Ben, pourquoi? Vous allez voir, parce que ça a une valeur importante dans le traitement. Il faut faire attention. Parfois, elle nous mène à erreur, l'échographie, en cas de doute. Il ne faut pas hésiter à explorer donc, chirurgicalement pour sauver le testicule. L'examen Doppler, il permet de faire le diagnostic différentiel avec une torsion testiculaire. Donc, le but du traitement, c'est de conserver le testicule et limiter les séquelles, les méthodes, il y a le repos, le glaçage, le suspensoire, les anti-inflammatoires, donc tout ça, c'est les méthodes donc, médicales de prise en charge. Il y a aussi l'exploration chirurgicale, et elle doit être faite le plus tôt possible en cas d'indication. Et qu'est-ce qu'on fait? Donc, on ouvre le scrotum, on va voir donc, le testicule. S'il y a une fracture, il faut faire le parage, évacuer l'hématocèle s'il existe, fermeture de l'albugénée. Parfois, on est obligé de faire une pulpectomie partielle en cas de nécrose et suture de l'épididyme en cas de contusion. Les indications, donc, si on a une contusion mineure, il faut faire un traitement médical. Si on a soit hématocèle, soit rupture de l'albugénée sur l'échographie, intervention en urgence, il faut réparer la rupture du testicule. C'est pour cette raison que je vous ai demandé d'apprendre sur l'échographie 2 éléments essentiels, l'hématocèle et la rupture de l'albugénée. Donc, du coup, intervention en urgence. Si on a l'hématome intratesticulaire, les avis sont partagés. Il y a ceux qui disent qu'il faut faire une ponction, il y a ceux qui disent qu'il faut simplement surveiller. Voilà, ça c'était pour les bourses. On passe à la fracture de la verge maintenant. Donc, la fracture de la verge, c'est la rupture des corps caverneux. Donc, c'est un traumatisme qui est peu fréquent, toujours secondaire à un traumatisme direct sur la verge en érection. Donc, je dis bien en érection, une verge flasque on ne peut pas rompre le corps caverneux d'une verge flasque. La rupture de l'albugénée, parce que oui, la tunique qui entoure les corps caverneux, c'est la même qui entoure les testicules, elle s'appelle aussi albugénée. Donc, c'est une tunique épaisse
2 mm à l'état flaccide et 0,5 mm dans la direction, donc elle est flexible. En cas d'albugénie itérée, il se rapproche de son point de rupture et dans ce cas-là, tout traumatisme suffisamment violent pour contrebalancer son élasticité, il peut provoquer la rupture de l'albugénie et du coup la rupture des corps caverneux. Les circonstances de survie, dans 50% des cas, il s'agit de manœuvres ou de manipulation forcée de la verge en érection, quel que soit au moment de la masturbation ou par exemple pour réduire ou camoufler une érection gênante. C'est un mécanisme très fréquent dans les pays notamment les pays musulmans, où donc l'âge de mariage il est un peu retardé, etc. Donc du coup, on en voit assez souvent. Je cite par exemple en Iran, il y a une des plus grandes séries mondiales de fractures d'averse. Il existe en Iran. Le faux pas du coït, donc dans 35% des cas, on a au moment du rapport sexuel, le pénis grippe au dehors du vagin et heurte le périnée, la cuisse, la fesse ou le pubis de la partenaire. Et là, du coup, on a une rupture d'albugénie et une fracture. D'autres mécanismes beaucoup plus rares, donc les changements brutaux de position au moment d'érection nocturne, accident du coït, notamment les coïts acrobatiques, autres donc, mécanismes rares, donc des rhumatismes directs sur les pénis en érection, comme des coups de pied, des collusions nocturnes aux chutes. Bon, ça c'est vraiment très très rare. Donc sur le plan diagnostic, donc ce diagnostic il est clinique. L'âge moyen, 34 ans, délai de consultation variable, ça peut aller de quelques minutes jusqu'à quelques jours. Dans certains pays, la symptomatologie classique, c'est une douleur aiguë, contemporaine d'un craquement bien décrit par le patient. Donc, le patient il vient vous voir, vous dit ce matin j'ai fait un rapport sexuel au cours duquel j'ai entendu un craquement après une douleur brutale et aiguë insupportable, une détumescence rapide de la verge, un hématome en regard de la lésion qui est plus ou moins extensif. On peut avoir même une déviation de la verge en aval de la lésion et contralatérale à celle-ci. Je vous montre donc l'image. Lorsque vous examinez, vous trouvez une nodosité dure sur un pénis de consistance molle. Voilà, donc on le voit, donc on voit cette nodosité. J'en ai une autre image plus claire, je vais vous la montrer tout de suite. Donc une nodosité avec une courbure donc de la verge avec l'hématome extensif. Et le patient il vous dit j'ai entendu un craquement. Et ben le diagnostic il est clinique, il est évident. Pas besoin d'examen paraclinique, sauf si vraiment on a un doute diagnostique. On peut faire une cavernographie ou une échographie, mais en général, le diagnostic, il est évident donc juste par la clinique. Si on a une suspicion de rupture de l'urètre, bien sûr, ne pas sonder le malade, ça, c'est le message qu'on n'oubliera pas du tout aujourd'hui. Le catéchumien, bien sûr, il faut le mettre et il faut faire une UCR préopératoire pour affirmer le diagnostic et localiser la lésion de l'urètre. Donc, le traitement, l'exploration chirurgicale donc, doit être faite en urgence pour évacuer l'hématome. Donc, je vais vous montrer, voilà. Donc, vous le voyez, là, c'est des images directes du bloc. Donc, voilà, on a fait une incision donc, sur la peau de la verge. Donc, on a découvert donc, les corps caverneux. Là, on voit, c'est clair, il y a un hématome en regard donc, du corps caverneux. Ce qu'on a fait, on a ouvert, donc on a enlevé cet hématome. Alors, vous la voyez très bien, donc ici, la plaie sur l'albugéné. Et du coup, on a pris des points, on a fait des points de suture sur l'albugéné. Après, on a fermé la peau et là, problème réglé. Et donc, le patient, il peut évoluer favorablement. Voilà, certains traitements adjuvants à utiliser après la chirurgie, donc des antalgiques, des anti-inflammatoires non stéroïdiens, vessie de glace sur la verge pour diminuer et l'inflammation et les douleurs. Certaines substances inhibant les érections doivent être donc administrées pendant minimum 15 jours, voire même un mois, pour diminuer le risque d'érection, ce qui risque d'aggraver ou de rompre donc les points de suture qu'on a réalisés. Donc, pas des anti-androgènes et du diazépam. Et on conseille aux patients de ne pas faire de rapport sexuel pendant au moins 6 semaines. Le risque, donc les complications, donc on peut avoir une fibrose du corps caverneux, une coudure de la verge,
une dysfonction érectile, c'est vraiment très très rare, et une lésion, une sténose de l'urètre si on a une sténose ou une lésion urétrale associée. Il y a une question apparemment, je vois. Monsieur, la fracture du corps caverneux est-elle guérisable? Mais bien sûr, c'est ce que j'étais en train d'expliquer. Donc, je vais vous montrer sur les images, c'est clair. Hein. Là, c'est le corps caverneux. Vous le voyez, on a deux corps caverneux, un à droite, un à gauche. Donc là, c'est la plaie avec de l'hématome qui était dans tout ton regard. Du coup, on a suturé, on a pris des points de suture, on a fermé l'albuginé, après on a fermé la peau et le patient il peut reprendre une activité sexuelle normale au bout de 1 mois et demi à 2 mois en post-opératoire. Donc oui, heureusement qu'elle est guérissable, hein, parce que autrement, ce ne sera pas cool du tout. Voilà. Donc, merci pour votre attention. N'oubliez pas de porter vos bavettes. Hein, donc, espérons que cette pandémie va très rapidement disparaître. On n'en veut plus entendre parler, on en a marre. Hein, donc, j'aurais aimé, comme je vous l'avais dit au début de ce cours, de vous voir en direct sur l'amphi, mais c'est qu'une partie remise. On se reverra d'ici là. Si vous avez des questions, je suis là. Sinon, on se dit au revoir. Allez, des questions? Je vous remercie. J'espère que vous avez tout compris. J'ai essayé de faire de mon mieux. J'espère qu'on a fait le tour, qu'on a répondu à toutes vos questions. Si vous en avez encore des questions, il nous reste un peu de temps. Hein, il nous reste 8 minutes. Donc, je suis là, je suis tout à vous. Hein, si vous avez des questions, vous voulez ouvrir les micros, allez-y. Je veux bien écouter vos voix. Pas de questions? Donc, les take-home messages, si vous voulez, avant de se quitter. Donc, j'insiste sur, pour le traumatisme, pour les lésions de l'urètre, dès que vous suspectez une lésion de l'urètre, il ne faut surtout pas mettre une sonde transurétrale, il faut mettre un catéchushubien, faire une urétrocystographie rétrograde et mectionnelle secondairement pour voir l'étendue et la lésion et le siège exact de la lésion d'urètre pour décider après de la suite de la prise en charge. J'insiste aussi pour le mécanisme le plus fréquent pour les contusions du rein, donc c'est le mécanisme antéro-postérieur et par choc direct, donc ça c'est important, il ne faut pas oublier. Les classifications pour les contusions du rein, donc il faut apprendre les deux, et chacun, et la classification américaine, c'est important, on peut avoir des cas cliniques avec donc des questions sur ces deux types de classification. Et bien sûr, il faut insister sur le traitement conservateur lors des contusions rénales. Donc, c'est important, le traitement conservateur de nos jours. Et ceci, bien sûr, passe par l'accessibilité d'un neuroscanner qu'on peut faire à tout moment en urgence pour voir, notamment s'il y a une donc, modification de l'état du patient.